On a une culture, nous, française, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je suis Stéphanie Desclèbes, entrepreneuse et surtout actrice engagée pour l'enfance. Chaque semaine, je donne la voix à celles et ceux qui nous font réfléchir sur l'enfance et sa place dans notre société, en nous donnant des clés pour mieux comprendre enfants et adolescents et surtout pour les accompagner à devenir des adultes de demain épanouis. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta Les Adultes de demain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrons le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, qui est fondatrice d'École Montessori et spécialiste de l'éducation. Elle anime aussi la chronique Pause éducative diffusée un mardi sur 2 sur ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me passionne. Comment est-ce que nos imaginaires, nos histoires et les fictions qui nous entourent, ainsi que les discours médiatiques parlent-ils de l'enfance aujourd'hui ? Car je suis profondément convaincue du rôle essentiel de l'art et de nos récits dans l'évolution du regard que nous portons sur les enfants et sur l'enfance. J'ai la chance d'avoir croisé la route de Cécile, grande spécialiste du sujet. Je vous souhaite donc une très bonne écoute. Bonjour Cécile. Bonjour Stéphanie. Je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui dans le podcast Les Adultes de demain. Tu es maîtresse de conférences HDR à l'Université de Limoges. Tes travaux de recherche portent sur les populations dominées, minorées et silenciées. Et tu t'intéresses depuis quelque temps à nos rapports de domination en France à l'égard des enfants. Et c'est exactement pour ça aujourd'hui qu'on est ensemble. Je t'ai rencontrée notamment lors d'une table ronde organisée par la Fondation pour l'enfance où tu as dit cette phrase qui m'a beaucoup marquée. Une société formate son esprit et ses comportements beaucoup plus par l'art que par des colloques. Puisque ce qu'il faut que je dise, c'est que tu organises notamment des colloques sur ces thématiques en lien avec l'enfance et nos rapports de domination. Qu'est-ce que tu entendais par là exactement ? Oui, alors je ne suis pas en train de dire que les colloques ne servent à rien, évidemment, mais les personnes qui ne sont pas universitaires et même les universitaires passent beaucoup plus de temps dans leur vie devant un film, devant un roman, à écouter de la musique que à aller à un colloque, bien sûr. Et cette influence, elle est en fait gigantesque et on n'en prend pas la mesure peut-être parce que c'est considéré comme du loisir. Mais en fait, ça a vraiment une influence énorme sur nos représentations, nos comportements, nos préjugés, nos actes, etc. Et alors justement, en quoi est-ce qu'aujourd'hui, nos imaginaires culturels à l'égard de l'enfance, donc que ce soit les histoires que l'on raconte, les images que l'on voit, les récits qui nous entourent, en quoi ces imaginaires façonnent aujourd'hui notre manière de voir les enfants en France ? Quelle image ils dépeignent des enfants ? Alors, il y a deux choses. Déjà, il y a les adultes qui ont été enfants, et donc c'était pas hier, c'était il y a quelques décennies. Donc il y a eu lecture, il y a eu dessins animés d'œuvres qui ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Donc si tu regardes par exemple les films d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans, les comédies françaises par exemple, qu'on a beaucoup regardé en tant que français, eh bien souvent l'acmé de l'humour, ça va être l'ado qui se reçoit une gifle. Et ça fait rire tout le monde. Bon, t'imagines ce que ça engendre comme normalisation des violences, en l'occurrence physiques. Alors aujourd'hui, j'ai cherché, du coup, est-ce qu'il y a des films avec des gifles ? Franchement, il y en a beaucoup moins. Et de toute façon, ça tomberait sous le coup de la loi maintenant. Mais il y a encore d'autres formes de violence, puisqu'on est encore très, très loin du compte en ce qui concerne le respect des plus jeunes d'entre nous. Donc, il y a l'influence de ce qu'on voit aujourd'hui quand on est enfant, mais aussi quand on est adulte. On peut se poser la question de la place des enfants dans les œuvres pour adultes. Alors, par exemple, les romans pour adultes, il y a combien d'enfants dans ces livres ? En fait, ce qui est fou, c'est que, comme c'est pour adultes, il n'y a pas d'enfants. Comme si les adultes et les enfants étaient sur deux planètes différentes. On n'est pas comme eux. Il y a cette espèce de conviction qui est
acquise, parce qu'elle est vraiment omniprésente, qu'il y a comme s'il y avait 2 natures d'êtres humains. Les petits, les grands, les mineurs, les majeurs, les irresponsables, les responsables. Alors évidemment, on a envie de rigoler quand je dis ces dichotomies, parce qu'en termes de responsabilité, les adultes, il y a encore un petit peu de boulot. Mais oui. Et qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, à ce sujet ? En quoi c'est problématique ? Je crois que le problème est tellement immense que je ne sais même pas par où commencer. En fait, il n'y a pas 2 sortes d'êtres humains. Il n'y a pas des êtres humains plus importants que d'autres. Il n'y a pas... Voilà, c'est complètement fou de penser ça, mais de même qu'on a déjà pensé ça par rapport aux personnes qui avaient soit la peau blanche, soit la peau racisée, et on a décrété qu'elles ne devaient pas vivre ensemble. De même qu'on a décrété pendant longtemps que les femmes et les hommes n'avaient pas du tout les mêmes compétences neuronales, donc les femmes ne devaient surtout pas voter, ça allait être une catastrophe. Voilà, ce sont des croyances, et je vais dire le mot important, ce sont des fictions, en fait. Ce sont des histoires qu'on se raconte socialement, collectivement. On s'est longtemps raconté que les Noirs étaient inférieurs aux Blancs. Malheureusement, il y a encore des gens qui se le racontent, plus ou moins consciemment, parce que c'est une narration qui est tellement omniprésente qu'on ne se rend pas compte parfois qu'on est en train de la re-raconter à sa façon. On s'est raconté beaucoup l'histoire que les femmes étaient, alors selon les époques, obsédées par le sexe, étaient hystériques, étaient incompétentes, étaient juste bonnes à faire le ménage. Tout ça, ce sont des histoires qui vont être consolidées par la fiction. Et on se raconte des histoires sur les enfants et les adolescents. Les adolescents, c'est chiant, ça fait des crises, ils sont pas comme nous, voilà. Et les petits, on se raconte aussi plein de trucs. Ça peut être d'ailleurs des choses positives, mais on est aussi dans de la narration complètement fictionnelle. C'est-à-dire les enfants sont soit merveilleux, fantastiques, ils sont charmants, quelle innocence, et quelle... On est quand même pas très très loin de la bêtise quand on parle de cette innocence. Bon, parfois c'est plus honnête quand on parle vraiment de cet amour, en fait, absolument infini, de générosité dont sont capables les enfants tant qu'on ne les abîme pas, quoi. Et alors, toi, tu travailles notamment pour faire entendre ce mot qu'on connaît assez peu aujourd'hui en France. Il s'agit de la misopédie. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Oui. Alors, la misopédie, donc, ce n'est pas la haine des pieds. Étymologiquement, donc, c'est la haine des enfants, comme misogynie, la haine des femmes. Et en fait, la domination des adultes sur les enfants, elle est tellement immense, elle est tellement naturalisée que on n'est même pas capable de la nommer. On en est encore là, en fait, actuellement en France, c'est comme ça que ça se passe pour d'autres dominations. Ça s'est passé comme ça pour le racisme, qui pendant longtemps n'a pas eu le terme. Et quand on a eu le terme, on a pu commencer à le penser, donc commencer à s'en détacher et à se dire qu'il pourrait y avoir une alternative, en fait, à ces façons de faire. Pareil pour le féminisme. Les 2 termes, racisme, féminisme, sont très récents, en fait, beaucoup plus tardif que la chose en elle-même. Et la misopédie, c'est la même chose. En fait, la misopédie, c'est vraiment pas une idée neuve, malheureusement. Et en revanche, on commence maintenant à penser cette domination. Et grâce aux mots, on va pouvoir analyser. Et analyser, ça veut dire se détacher et proposer autre chose. Alors, je précise que toi, moi, on va jamais rencontrer quelqu'un qui dise « Oh, moi, je suis misopède ». De même qu'on rencontre personnes qui disent « Oh, moi, je suis misogyne ». Non, bien sûr, personne n'est jamais... on n'est jamais rien de négatif. Mais en revanche, quand on voit une situation misopède, quand on entend un propos misopède, de pouvoir mettre le mot sur la chose, ça va permettre de la déconstruire et pour offrir une autre vision des choses. Est-ce que tu aurais un exemple de ce que serait dans le quotidien, ce qu'on voit beaucoup en termes d'attitude misopède ? Est-ce qu'on a une semaine devant nous pour les exemples ? C'est sans fin. Enfin, voilà. Moi, quand je prends le train, j'ai besoin de travailler. Il me faut le silence. Donc, si tu as moins de 12 ans, non. Le chien, d'accord. Le chat, oui. Mais moins de 12 ans, non. Bon, là, on est dans de la misopédie plus. C'est pas à toi que je vais l'expliquer. Le train n'est pas fait pour travailler. Le train est fait pour voyager. Et le train, c'est un transport en commun. Donc, commun, ça veut dire que même les personnes de plus de 96 ans ont le droit de prendre le train. Même les personnes qui ont 3 jambes
ou 5 ou 12 ont le droit de prendre le train, etc., etc. Et même les enfants. Mais oui. Et merci de rappeler cet exemple. En effet, tu dis aussi que 100% des adultes sont adultistes. Est-ce que tu peux nous définir ce terme ? Oui, alors l'adultisme, c'est l'abus de pouvoir que font les adultes sur les enfants au nom de leur statut d'adulte. Parce que je suis adulte, je m'autorise des choses que je ne m'autoriserai jamais avec des personnes de mon âge. Mais aussi, en fait, c'est pas qu'une question d'âge, parce que le fait qu'un enfant soit un enfant, il est jeune, mais aussi il sera jamais, dans notre société actuelle, et peut-être jamais tout court, il sera jamais notre patron, par exemple. Donc je m'autorise ça avec mon enfant ou l'enfant des autres, pas seulement parce qu'il est jeune, mais aussi parce qu'il n'a pas de statut social que je respecte et qui amènerait à des conséquences judiciaires. Puisque, comme tu sais, on a une loi depuis 2019 qui interdit la violence sur les enfants. Mais bon, d'une part, la violence, elle n'est pas définie. Et donc, elle est très relative selon les unes et les autres. Mais en plus, cette loi, elle est jamais... elle est très rarement suivie des faits si quelqu'un l'enfreint, pardon. Et pourquoi tu dis que 100% des adultes le sont ? Parce que c'est comme Astérix, en fait. Quand tu es tombé dedans, dans la marmite, quand tu étais petit, il en reste toujours quelque chose. Et même si tu as eu la chance d'avoir des parents formidables qui ont fait un travail pour se défaire de ce que elles-mêmes ont reçu de leurs parents, parce que je pense que c'est là, vraiment statistiquement, ça devient très, très rare, les grands-parents qui n'ont pas du tout été adultistes. Mais donc, même si tu as eu des parents absolument fantastiques sans être dans le déni, puisqu'on sait bien que les enfants qui ont été violentés sont souvent dans le déni de « Ah, mais moi, j'en ai reçu. Oh, heureusement qu'ils m'ont donné des gifles, sinon je ne serais pas devenue ce que je suis devenue. » Donc, ça, c'est pas ce que j'appelle des parents fantastiques. Et donc, même avec des parents fantastiques, nous ne sommes pas élevés que par nos parents. Nous ne grandissons pas que dans le milieu de nos parents, ou alors ça serait inquiétant. Et surtout, plus on grandit, plus on va être influencé par d'autres personnes que nos parents. Et c'est très, très bien comme ça. Et donc, on va en venir au rôle de la fiction. C'est que les enfants, même dans une famille formidable, ils vont voir des films qui le sont peut-être un petit peu moins. Ils vont lire des livres qui le sont peut-être un petit peu moins. Ils vont voir des pubs dans la rue, etc., etc. Et alors justement, comment est-ce que cette culture qu'on a aujourd'hui à l'égard de l'enfance en France, mais qui concerne quand même une majorité des pays dans le monde, comment est-ce qu'elle s'est construite à travers le temps ? Ce que je peux te dire, je ne sais pas si je réponds tout à fait à ta question, tu me diras si je ne réponds pas, c'est la spécificité culturelle française, en fait, par rapport à cette violence. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, la misopédie, elle est partagée dans le monde entier. Oui, il y a des pays qui sont pires que la France, c'est vrai. Et c'est affreux. Il se passe des choses affreuses dans certains pays. Et oui, il y a des pays où ça se passe beaucoup mieux qu'en France. Moi, c'est ce qui m'a toujours consolée, en fait, quand je vois des scènes de violence en France vraiment insupportables. Je me dis, on est quand même un des pires pays en Europe. Donc, ça me console. Et nos spécificités françaises, pour l'instant, j'en ai repéré 3. Et qu'on n'a pas dans les autres pays d'Europe, en tout cas, voire qu'on n'a pas dans les autres pays tout court. Il y en a une, c'est l'influence de la psychanalyse. On t'a peut-être déjà parlé dans un autre épisode. Donc tu sais que Freud comprend que toutes les femmes qu'il reçoit dans son cabinet et qui sont donc étiquetées hystériques, elles ont quelque chose en commun. Il comprend ça, c'est qu'elles ont toutes été agressées sexuellement dans leur enfance, en général par leur père, grand-père, oncle, etc. Et donc, il développe la théorie de la séduction. Sauf que le problème de la psychanalyse, c'est que quand elle naît, à l'époque à Vienne, ça coûte cher, la psychanalyse, il n'y a pas la sécu sociale, c'est plusieurs séances par semaine, donc ça ne concerne que la grande bourgeoisie. Or, Freud, il est en train de découvrir que les pères, ses collègues, ses clients, en fait, parce que ces jeunes femmes, c'est leur père qui paye, il est en train de dire qu'ils sont pédocriminels. Et il inclut son propre père là-dedans. Et donc, il va complètement complètement changer son point de vue en 1897. Et il va dire que ça, quand les femmes disent qu'elles ont été agressées sexuellement, c'est du mensonge. C'est un fantasme.
un fantasme qui s'explique par une narration, une fiction. Alors, pour le coup, c'est vraiment une fiction imaginée à partir d'une fiction. C'est le complexe d'Oedipe, qui est nourri par une pièce de théâtre. Et malheureusement, cette fiction, qui est complètement caduque dans le reste de l'Europe, en France, elle reste la vérité absolue. Et c'est ça qui est encore, en 2026, enseigné en psychologie, en psychiatrie. Et aussi, l'influence, elle est dans les milieux judiciaires, dans les milieux sociaux. Donc, c'est vraiment énorme comme influence. C'est l'idée, on la connaît bien, que les enfants, ça ment. Parce que ça ne comprend pas quel est le réel et le fantasme et l'imaginaire. Voilà. Et on a du mal à se défaire de cette narration-là, que les enfants raconteraient n'importe quoi. Ça, c'est une grosse influence française, spécifiquement. On a une deuxième grosse influence typiquement française, c'est le fait qu'on a eu la chance d'avoir Simone de Beauvoir, qui a apporté des choses très importantes pour le féminisme. Dans les années 50, 60, voilà, il y a un moment déjà. Elle a donné, à sa suite, elle a donné Elisabeth Badinter, qui avait sans doute des appuis lui permettant d'avoir un très grand succès en France. Et c'est ce qu'on appelle le deuxième féminisme. C'est-à-dire, pour le dire très simplement, c'est le féminisme selon lequel être une femme libérée, une femme émancipée, c'est être comme un homme. Donc, une vraie femme émancipée, elle ne s'abaisse pas à s'occuper d'enfants. Ça, c'est un truc réac de bonnes femmes d'avant, qui ne consacraient pas leur vie au travail et à la liberté de ne plus s'occuper des enfants. Et malheureusement, du fait de l'importance de ces deux figures féministes, eh bien, on est resté figé dans cette idée-là, alors que, par exemple, les pays du Nord, qui sont reconnus pour être les plus féministes au monde, ont avancé vers le troisième féminisme. Alors en France aussi un petit peu, mais c'est pas du tout la majorité. Et nous, on est donc resté dans cette idée que une femme, elle n'a pas des atouts, elle est pas différente des hommes. Elle doit être comme les hommes pour être émancipée. Et c'est les enfants qui trinquent. Parce que les hommes ne sont pas non plus passés à l'idée que c'est pas honteux de dire à 16h30 « Salut les collègues, j'ai mon enfant qui m'attend à la sortie de l'école ». Troisième caractéristique propre à la France, c'est que... Alors, je l'ai pensé ça en entendant souvent dire « Oui, mais en fait, c'est les pays catholiques qui ont cette spécificité, en Europe en tout cas, d'être maltraitants avec les enfants. » Et en fait, quand on regarde certains voisins, on voit que non. Et donc, je me suis demandé, j'ai regardé par exemple du côté de l'Italie, j'ai essayé de voir ce qu'il y avait de si différent entre la France et l'Italie pour qu'on ait ce rapport beaucoup plus doux avec les enfants en Italie qu'en France. Je ne dis pas que tout est parfait en Italie, mais voilà, c'est incomparablement plus doux. Et en fait, notre caractéristique, c'est qu'on est un pays politiquement hyper centralisé depuis des siècles. Et une centralisation politique, elle va se rejouer dans la famille. C'est-à-dire qu'on a eu Louis XIV, l'État c'est moi, et puis ça continue même là maintenant, la Ve République, elle est tu sais, les pouvoirs sont centralisés sur le président de la République. On passe notre temps à dire que c'est trop, mais bon, ça n'a pas changé pour l'instant, contrairement à d'autres pays où c'est beaucoup moins centralisé. Et en fait, ça se rejoue dans la famille. Donc, on a eu jusqu'à peu la notion de chef de famille qui peut se permettre. Et donc, aujourd'hui, on n'a plus le chef de famille paternel, mais on reste avec l'idée que c'est qui le patron ? Voilà, à la maison, il y a un patron. Et c'est lui ou elle, si c'est la mère, qui concentre tous les pouvoirs. Et ça, c'est une vision des relations entre humains qui est tout sauf respectueuse. Une relation, c'est entre deux personnes. C'est pas une qui balance son pouvoir sur l'autre à tout prix. Et alors, est-ce que tu auras des exemples de représentations culturelles, d'œuvres artistiques, de livres justement qui illustrent ? Parce que lors de la table ronde, tu as utilisé notamment l'exemple de Fifi Brindacier et à quel point aussi on avait dénaturé l'histoire de Fifi Brindacier qui est née en Suède. Peut-être que tu peux nous en dire quelques mots. C'est une histoire incroyable. Donc Fifi Brindacier, c'est donc le nom d'une héroïne d'histoire donc suédoise, créée par Astrid Lindgren. Et le nom a été trouvé d'ailleurs par sa fille pendant qu'elle était malade, pendant la guerre.
Et donc le livre, énorme succès. Enfin, c'est une très belle histoire. C'est vraiment un conte de fées. Elle trouve pas d'éditeur et finalement, elle trouve un éditeur qui est sur le point de faire faillite. Et donc, l'éditeur va avoir un très gros succès commercial grâce à ça. C'est juste avant Noël. Le patron de la maison d'édition est obligé de prendre le taxi pour pouvoir livrer tellement il y a de demandes. Bon, bref, le livre est traduit dans à peu près toutes les langues d'Europe. Donc, il est traduit en français. Pas tout de suite. Ça sort en 1945. C'est traduit en 1951 seulement. Et alors, comme tu sais, en Suède, ce livre est absolument culte. Tout le monde connaît Fifi Brin d'Acier, adore Fifi Brin d'Acier, tout ça. Moi, je l'ai connu parce que j'ai beaucoup vécu en Allemagne. Donc, j'ai découvert, en fait, Fifi Brin d'Acier. J'ai redécouvert Fifi Brin d'Acier en Allemagne parce que j'avais mes amis adultes qui me disaient « mais il faut que tu lises Fifi Brin d'Acier ». Je me disais « mais c'est bizarre, on est entre adultes. Et pourquoi ils me disent de lire un livre pour enfants ? Je ne comprends pas. » Et j'ai compris en fait en le relisant parce que je l'avais vu en dessin animé petite. Mais j'en avais pas gardé un grand souvenir. Voilà. Et ce qui s'est passé, donc en France, ça a peu de succès. On a la version téléfilm bof, quoi. Et puis, rien que la traduction, en fait. En suédois, elle s'appelle Pipi. Bon, ça ne veut pas dire ce que ça veut dire en français, mais Pipi longue chaussette. C'est rigolo, en fait, parce qu'elle porte 2 chaussettes différentes. Enfin, voilà, c'est une petite fille qui est pleine d'imagination, de créativité, d'intelligence, de spontanéité, qui a un cœur, mais grand comme la planète. Et Fifi Brin d'Acier. Vous avez envie de vous identifier à un brin d'acier, vous ? Bof. Et en fait, en 1991, donc 40 ans plus tard, une Suédoise, à Paris, se demande en fait pourquoi ça marche si mal en France. Et elle découvre que la traduction faite par Hachette en 1951 était complètement infidèle, tronquée. C'est-à-dire, alors je ne sais même pas comment le dire, ils avaient, je vais utiliser le mot misopédie, ils avaient misopédé, misopédisé, voilà, le livre. C'est-à-dire qu'ils avaient supprimé tous les jeux de mots qu'elle fait. C'est quelqu'un qui aime beaucoup manier le langage. Qu'est-ce que c'est le langage ? C'est une institution que les adultes transmettent aux enfants. Donc, une enfant qui se permet de faire des jeux de mots, ça, c'est une enfant qui est libre. Tout ça, ça a été enlevé. De même que tous les passages où elle pointe du doigt soit les violences des adultes, soit leurs incohérences. Sachant que Fifi, elle ne pointe jamais avec violence. Elle pointe toujours avec une élégance humaine. Voilà. Tout ça a été enlevé. Alors tu m'étonnes que ça ne plaise pas en France. Tout ce qui faisait l'enfantisme de ce livre avait été supprimé. Voilà un bel exemple de la responsabilité des maisons d'édition dans le choix des livres. Est-ce que tu penses que c'est intentionnel ou c'est que notre culture si méfiante à l'égard des enfants, au final, rend nos comportements presque inconscients à l'égard de cette réécriture typiquement là de Fifi Brin d'Acier ? Là, c'est intentionnel au sens où j'imagine bien, j'adorerais que quelqu'un fasse cette recherche, mais j'imagine bien que la maison d'édition a relu le manuscrit et a dit ça passera pas. Voilà, se disant peut-être que ça allait choquer. Ou faut aussi savoir que nous, en France, on a cette spécificité d'avoir une loi, une censure sur le livre, une loi qui n'existe pas, qui n'existe nulle part au monde. Donc, ça engendre de l'auto-censure chez les auteurs-autrices en se disant ça passera peut-être pas la commission. Donc, c'est vraiment la responsabilité de la maison d'édition qui se dit on va couper ça, mais parce qu'elle sait qu'après, elle a des attendus. Donc, c'est toute une société ensemble qui est responsable. Cette méfiance à l'égard des enfants, on la retrouve même dans la littérature jeunesse, même à destination donc des enfants. Est-ce que tu aurais des exemples ? Oui, alors si tu permets, j'aimerais bien développer un exemple précis. Il s'agit d'un album qui est un best-seller en France. Donc voilà, ça s'appelle Grosse colère de Mireille Dalancé à l'École des loisirs. Je ne suis pas en train de vous parler d'un truc inconnu. Le livre date de 2001. Et donc, ça fait 25 ans que c'est un best-seller. Best-seller, ça veut dire, par exemple, que c'est ce qu'on offre dans les petites sections de maternelle aux enfants pour Noël. Donc, toute la classe va recevoir le même livre, tellement il est formidable. Alors, je vous propose de vous parler de ce livre, mais
en adoptant un point de vue un petit peu plus enfantiste que ne le font sans doute les personnes qui offrent ce livre. Donc, il s'agit d'un livre dans lequel un petit garçon va faire une grosse colère. Alors, tous les parents du monde connaissent cette situation, tous les profs aussi sans doute, en tout cas de petite classe. Donc, a priori, le sujet est passionnant parce que c'est une situation on ne peut plus banale, on ne peut plus difficile et nous avons besoin de la fiction. C'est indispensable pour avoir des modèles, en fait. Pour pouvoir agir autrement, il faut que la littérature, les dessins animés, les albums pour jeunesse, la musique, les paroles des musiques, etc. nous proposent autre chose. Donc là, qu'est-ce qu'on propose à ce petit garçon Alors, je tourne un peu les pages. Alors déjà, il rentre chez lui, tout seul. On se demande pourquoi il rentre tout seul. Il n'est pas accueilli parce que son papa est en train de faire la cuisine. Donc, il lui donne un ordre. Il râle parce que l'enfant a sali avec ses chaussures. Du coup, l'enfant jette ses chaussures. Et puis, au dîner, il y a des épinards. L'enfant dit « T'es pas malade ?» Devant les épinards, on se demande où il a appris cette phrase. En fait, on oublie un petit peu que les enfants sont arrivés en deuxième. C'est d'abord les adultes qui donnent l'exemple ou qui ne le donnent pas. Et ensuite, il y a l'enfant qui répète. Donc là, il dit « T'es pas malade ?» Ok. Et donc, qu'est-ce que lui dit son père ? Devinette, il lui donne un ordre. Et alors, comment il va l'aider à calmer sa façon de parler qui n'est effectivement pas agréable et bienvenue ? Eh bien, il va lui dire « Monte dans ta chambre ». Donc, il lui dit de quitter les lieux. Donc, il a, je pense, moi, je lui donne 4 ans à cet enfant. Tu redescendras quand tu seras calmé. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On a un parent. Et là, c'est un père, mais ça ne change rien, que ce soit le père ou la mère. On a un parent qui va se défaire de ses responsabilités, qui va mettre dehors, time out, l'enfant, en lui disant « Apprends tout seul ce que tu n'as jamais appris, abracadabra. Moi, je ne vais pas le faire parce que je suis l'adulte, donc je ne suis quand même pas là pour t'éduquer, ni pour te montrer l'exemple, ni pour t'aider, ni pour t'accompagner, quel que soit le mot qu'on choisit. » Voilà. Et donc l'enfant, je vais spoiler un peu, mais donc il monte dans sa chambre, qu'est-ce qui se passe ? Comment il peut... de lui-même, à son jeune âge, trouver des solutions. Donc il va être très en colère, il va un peu tout casser. Alors je pense que ce qui plaît aux enfants, c'est que la colère est représentée, voilà, c'est un gros monstre et c'est agréable. Et voilà, donc ça casse, ça va dans tous les sens. Et puis finalement, elle va un peu se rétrécir, cette colère, et elle va finalement être mise dans une petite boîte. Et alors l'autre chose très très dangereuse, je trouve, avec ce livre, et encore là, je fais rapide, mais c'est que donc la colère, c'est un personnage, c'est un monstre. Ils sont 2 dans la chambre. Il y a la colère et il y a le monstre. Qu'est-ce qu'on apprend avec ça ? On apprend que nos émotions, ce n'est pas nous. Et c'est tellement dangereux. Dans les féminicides, c'est toujours cette phrase qui revient. J'étais sous le coup de la colère. Comme dit le français, j'étais hors de moi. C'est pas moi, en fait, qui ai tué, c'est ma colère. Je ne suis pas responsable. Et en fait, j'ai l'impression que, tu vois, quand je te parle, je dis tout le temps la même chose. C'est-à-dire que les adultes ne prennent pas leurs responsabilités. C'est pas les enfants qui sont responsables à 4 ans de ne pas savoir comment faire quand ils sont en colère. C'est pas à l'enfant de l'apprendre tout seul. C'est pas de sa faute. On a toutes les neurosciences qu'on veut qui nous expliquent qu'il n'en a pas la capacité. Mais c'est la responsabilité des adultes. Bon sang de bonsoir. Les parents, tout le monde, les adultes dans la rue. Si on voit un enfant qui se roule par terre parce qu'il est en colère, elle est en colère, mais les adultes dans la rue ont leur part de responsabilité pour aider soit directement l'enfant, si ça s'y prête, soit de soutenir l'adulte qui est avec l'enfant pour aider notre société à devenir adulte, en fait. Et là, en fait, on vit dans un monde où les adultes ne sont pas adultes. Je veux dire, moi-même, je l'ai fait. On l'a, je pense, un peu toutes et tous fait, qu'on est à bout, on est fatigué, on a toujours des bonnes raisons. L'enfant fait une colère. Notre réaction, c'est quoi ? C'est de nous mettre en colère. Mais non, on n'a plus 4 ans. Mais pourquoi on le fait ? Mais parce que nous-mêmes, à 4 ans, on ne nous l'a pas appris, quoi. Et alors voilà, ça continue, on met dans la petite boîte. Et puis la dernière phrase, le pompon, le happy end de cette histoire. Papa, est-ce qu'il y a du dessert ? Voilà.
Donc, il ne mangera pas d'épinards parce que il est allé tout casser là-haut tout seul. Et puis, quand ça s'est calmé, parce qu'à un moment, ça se calme. Mais bon, à force de tout casser, c'est ça qu'on apprend à faire. Je suis fascinée. Ça fait 25 ans qu'on offre ça en modèle pour les parents. Donc, le modèle des parents, c'est ne fais rien. Vas-y, mets ton enfant à l'écart, sors-le de ta vie, confisque ton amour, c'est de l'amour conditionnel, donc ça met dans une insécurité totale l'enfant et émotionnellement. Et l'enfant, taper, tout casser, puis revenir pour le dessert, tout va bien. Et il y en a beaucoup des exemples comme ça, je suppose. Oui, mais celui-là me marque particulièrement parce que c'est un best-seller. Et en fait, alors tu le trouveras dans toutes les crèches, dans toutes les écoles, parce que c'est un modèle. C'est je sais pas comment, j'ai pas de mots, quoi. C'est présenté comme exemplaire. Et donc, j'ai cherché des livres qui proposeraient autre chose pour les enfants. Parce que les enfants ont besoin de modèles et les parents ont besoin de modèles et les enseignantes, enseignants ont besoin de modèles. Et là, voilà, faut se lever vraiment de bonne heure pour en trouver. Et ça, c'est un problème. Donc moi, j'en ai trouvé un. Et franchement, si vous en avez d'autres, je suis très intéressée. Et celui que j'ai trouvé, en plus, on ne peut l'acheter que sur Internet. Enfin, il est très difficile d'accès. Alors, je vais donner son nom parce que je le trouve chouette. Ça s'appelle « Je veux des chocolats maman ». Il faut acheter ou se procurer la 2e édition. Pas la première. Et donc, c'est un peu la même situation, très banale. Donc, maman et la petite fille vont au supermarché faire les courses. Et la petite fille voit des chocolats. Elle en veut. La maman dit non. Et donc, la petite fille a envie de... elle n'a pas forcément envie de tout casser, mais en tout cas, elle va faire une grosse colère. Je peux te dire que ça se déroule vraiment pas comme dans le livre de Mireille Delancey. Et c'est très aidant, en fait, à la fois pour l'enfant et le parent, de lire. La maman, elle va rester calme. Parce qu'elle est adulte, c'est bon, elle a passé l'âge de se rouler par terre quand elle n'est pas contente ou de dire « va-t'en de mon horizon ». Et elle va se comporter en adulte, je ne sais pas comment le dire mieux que ça, qui prend ses responsabilités, qui aide un tout jeune enfant à se sortir d'une situation qui est douloureuse pour l'enfant parce qu'elle est pleine d'empathie, qu'elle est pleine d'amour, qu'elle est pleine de compréhension. Et j'aimerais tellement qu'on puisse lire ça dans toutes les crèches, dans toutes les écoles, dans toutes les familles, pour s'aider, en fait. Vraiment, la fiction, elle vient nous apporter son soutien. Et on le sait, comme les parents, les adultes en ont aujourd'hui besoin à l'égard de leur relation avec les enfants, parce que c'est ce qu'on dit régulièrement, les parents notamment sont en totale perte de repères à cause de tous les discours très contradictoires, comme tu le disais notamment d'un point de vue éducatif. Et justement, c'est une question que j'avais envie de te poser. Est-ce que tu t'es aussi intéressée au rôle des médias à ce sujet, dans les histoires, dans le narratif qu'on a à l'égard des enfants, puisque notamment sur ce grand débat houleux autour de l'éducation, du time-out contre l'éducation positive, on sait que les médias aussi ont leur rôle à jouer. Bien sûr, ils sont tout sauf neutres. Là, je voyais tout récemment un média qui posait un sondage pour ou contre les wagons No Kids. Bon, c'est vraiment pas neutre comme question. Ça veut dire que les deux options sont envisageables. Que les deux options sont légales, humaines, valables. Donc, bien sûr que la responsabilité est immense. Et comment est-ce qu'on transforme tout ça ? Eh bien, par la fiction. Là, vraiment, je suis absolument persuadée du rôle fondamental, énorme de la fiction. Alors, ça ne suffit pas, bien sûr, il faut bouger les lois. Il faut faire des colloques. Ça veut dire quoi ? Faire des colloques, ça veut dire en fait faire bouger la science, parce qu'on a besoin de la science, en l'occurrence la science sociale, pour venir nous soutenir. On sait bien, on est dans un pays, on n'est pas le seul, qui aime bien dire des études prouvent que. Oui, n'empêche que oui, ça aide à légitimer un discours. Mais on oublie, et c'est pour ça que je te remercie de m'avoir invité, c'est qu'on oublie ce troisième pan qui est immense, mais qui est beaucoup plus gigantesque qu'on ne le croit, qui est donc la fiction, qui est nos loisirs, en fait. Je vais dire... voilà. Donc, en fait, j'ai compris ça avec la pensée écologiste, avec les collapsologues. La collapsologie, c'est envisager que notre société telle qu'elle est va s'effondrer. Elle va disparaître. Donc, si je te le dis comme ça, parce que réchauffement climatique, parce que... voilà, c'est hyper anxiogène.
Vraiment. Et donc, il y a des gens, ils vont même pas vouloir écouter la suite. Mais en fait, pourquoi c'est hyper anxiogène ? Pour une raison très précise, c'est qu'en fait, ça nous met devant du vide. Et on sait que la nature a horreur du vide, et les humains ont horreur du vide. Et c'est normal. Enfin, c'est comme ça. Il n'y a pas à le juger. Voilà. Et donc, si on nous dit, après, voilà, ça va s'écrouler, il n'y aura rien, c'est abominable. Si on nous dit, ça va s'écrouler, et après, il y aura ça, c'est pas mal. En fait, ça va être mieux. Non, en fait, il y aura ça, mais non, j'aime pas trop. Je préférais qu'il y ait ci, plutôt. On va, comme ça, mais un peu différemment. Tu vois, et voilà, ça y est, on est parti. On n'est plus dans l'anxiété, on est dans la créativité. Et donc, on va pouvoir avancer, on n'est plus dans la sidération. Et est-ce que tu vois les lignes changer au sein des différents canaux de fiction qu'on a, que ce soit l'art, les livres, la musique, etc. Est-ce que tu vois les lignes un peu changer au sujet de notre culture de l'enfance en France ou pas du tout encore ? Je crois que je ne vais pas pouvoir être très enthousiaste là-dessus. Autant pour l'écologie, c'est bon, ça a pris, notamment en bande dessinée, vraiment, il se passe beaucoup de choses. Pour l'enfantisme, on est encore au début du début. Hein. Je te dis, tu vois, rien qu'un livre pour accompagner la colère d'un jeune, j'en ai même pas 2 à te proposer. Non, pas grand-chose. Alors, ce que je peux donner comme exemple, je l'avais donné, à la Fondation pour l'enfance, c'était cette série, mais suédoise, pas française, que j'ai bien appréciée. Elle s'appelle Notre grande famille. Elle a rien de très spécial, sinon que le sujet de la série, c'est les relations des adultes, des parents avec leurs enfants. C'est pas anecdotique, c'est pas à côté, c'est le centre. Et là où vraiment, en fait, c'est complètement bouleversant quand on est français, c'est qu'on voit des parents imparfaits. Mais pas façon comédie française où c'est caricaturé. Voilà, on voit un parent qui pète les plombs, un parent... Non, ils sont juste imparfaits, ils le savent, ils le reconnaissent, ils s'excusent quand ils se sont comportés de manière irrespectueuse. Et ça fait du bien, parce que c'est à ça que sert la fiction, quoi. On s'identifie à ce genre de comportement et on va les reproduire après. C'est tellement important de s'imbiber, en fait, de ces œuvres pour bouger. Et qu'est-ce que tu penses de l'idée de faire une plus grande place aussi au monde culturel des enfants au sein de nos fictions ? Bien sûr. Parce que c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ouais, non, pas du tout. C'est 20% de la population. C'est 20% qui est complètement blacklisté. Alors, il y a plein... je suis sûre qu'il y a plein d'idées. Il y a sûrement plein de jeunes déjà qui ont réfléchi à ça, mais on pourrait, ne serait-ce que dans le... Alors, j'allais dire dans les actualités, quand on présente les actualités, est-ce qu'on peut parler un peu des enfants ? Et pas seulement des enfants qui sont maltraités, mais de ce que font les enfants. Voilà, et faire des émissions, il y a plein de choses à faire à des heures de grande écoute, pas reléguées au mercredi 9h du matin. J'allais te demander justement si tu avais des idées, toi, comme ça, de priorités à mettre en place dans notre pays au sujet de nos imaginaires, de nos fictions, des choses qu'on pourrait faire rapidement pour faire évoluer cette culture. Pour l'instant, je ne vois aucun, en tout cas politicienne qui relaye l'idée. C'est le droit de vote pour tout le monde, dès la naissance. Alors pourquoi ? Parce que y a pas un âge où on est... quand on est une très très vieille personne qui est devenue complètement sénile, pourquoi on a plus le droit de voter que quelqu'un qui a 3-4 ans, qui est en pleine santé et qui effectivement n'a pas lu les programmes C'est finalement une petite chose, mais c'était la même chose pour les femmes, hein, le droit de vote ou pas le droit de vote. Ça ne veut pas dire que les femmes lisent tout le programme, etc. Mais ça veut dire que leur voix compte. Donc, qu'on va proposer des actions politiques aussi qui concernant ces populations-là. Et donc, c'est pareil pour les enfants. Si les enfants votent, bien sûr que les programmes, que ce soit, je sais pas, télé, radio, etc., vont intégrer les enfants dans leur grille. Voilà. Là, en fait, on fait, et de plus en plus ces derniers mois, on fait comme si ces personnes-là, les 20% les plus jeunes, n'existaient pas. Ou en tout cas, on essaye à tout prix de les faire non exister.
Ce qui nous coûte de l'énergie, parce que voilà. J'ai pas parlé de quelque chose qui me tenait aussi à cœur. C'était de s'inspirer, vu qu'on n'a pas grand-chose pour l'instant pour réfléchir à la misopédie, c'était de s'inspirer de ce qui a été fait sur le féminisme et l'antiracisme. Et donc, notamment, je trouve très intéressant ce qui est fait par les théoriciennes noires qui ont réfléchi à la place des femmes et des hommes, mais noirs, dans la fiction. Voilà, donc en fait, on a des images stéréotypées, en général très négatives, et ces images, elles vont légitimer, normaliser la domination. En fait, les dominants, ils ont besoin de la fiction. Il suffit pas de faire passer des lois, il faut les normaliser dans les esprits. Et c'est pareil pour les dominances dont on parle, c'est tous les adultes. On a besoin de fiction qui normalise, qui légitime, qui organise le contrôle social et qui montre des enfants mignons mais pénibles et le plus souvent qui ne les montre pas. Et donc qui nous normalise qu'un enfant n'a pas à être là. Il a le droit d'être à l'école, bien sûr, c'est tout. C'est son seul lieu, j'allais dire de vie, mais c'est un petit peu exagéré. Et ma toute dernière question, c'est ma question rituelle. Tu sais, le podcast s'appelle Les adultes de demain. Qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain? Tout de suite maintenant, que les adultes... tu vois, je suis en train de les imaginer, là, se mettre tous accroupis, respirer un bon coup et regarder les enfants qu'ils ont en face d'eux et leur dire « Pardon, je t'écoute ». Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des adultes de demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.